Que savons-nous aujourd'hui sur les tortionnaires, leur fabrication, leur psychologie, leur motivation? Tout d'abord, les tortionnaires sont peu ou prou fabriqués de la même manière partout dans le monde, et ce, quelles que soient les cultures, les époques, les régimes politiques et les contextes géopolitiques. Ce qui change, en fait, c'est l'habillage idéologique et le but au nom de laquelle la torture est pratiquée. Dans la majorité des cas, les tortionnaires du monde entier ne sont pas des malades. Il n'existe aucune psychopathologie, la plupart des cas, il n'y a aucune psychopathologie chez la plupart d'entre eux. Mais une absence de psychopathologie des bourreaux ne veut pas dire que ce sont des hommes ordinaires au sens où l'entendait Hannah Arendt. Les tortionnaires, qu'ils soient commanditaires ou exécutants, sont la résultante de l'articulation entre histoire collective et histoire singulière. Donc, je vais d'abord commencer par brièvement vous dire pourquoi, enfin, l'argument, pour répondre, si vous voulez, à l'argument qui est de dire mais pourquoi un grand nombre de personnes ont pu torturer, ont pu faire ce qu'ils ont fait. Il y a deux choses, il y a ce type de formation, et il y a également des formations beaucoup plus ciblées, spécifiques, par des techniques traumatiques pour des groupes particuliers, police, corps militaire, mais également mouvements et groupes terroristes également, qui utilisent les mêmes techniques, les mêmes méthodes pour fabriquer des bourreaux. Prenons d'abord l'argument, premier argument où on va examiner l'articulation entre histoire collective et histoire singulière. Cela veut dire que des blessures identitaires, des failles narcissiques, des peurs, des humiliations individuelles ou des humiliations collectives, liées à un groupe, à un peuple, peuvent être intentionnellement réactivées, instrumentalisées pour produire ce que j'ai appelé des émotions politiques. Ce sont des émotions qui sont fabriquées, qui sont des émotions qui partent de blessures individuelles qu'on va instrumentaliser d'un point de vue collectif, ou alors des émotions qui naissent d'un contexte politique particulier. Il y a des persécutions, des humiliations qui vont faire écho individuellement, et ce sont ces individus-là qui vont être amenés effectivement à participer massivement, même s'ils n'ont pas été soumis à des dispositifs de fabrication avec des techniques traumatiques utilisées sur eux. Donc il y a ce contexte, et on n'y pense pas suffisamment, cette articulation en chacun de nous, ce que fait histoire collective et histoire singulière, mais qui sont repérées, comme je disais, ces peurs, ces humiliations, toutes ces émotions qui vont devenir des émotions politiques, intentionnellement instrumentalisées par différents pouvoirs. Il y a aussi ce que, toujours dans cette articulation histoire collective, histoire singulière, il y a également ce que la psychanalyste suisse appela, Alice Miller, la pédagogie noire. Dans un très grand nombre de pays, on le sait depuis l'Allemagne nazie, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut être très attentif à des systèmes pédagogiques, éducatifs qui utilisent la violence, que ce soit la violence symbolique, la violence physique, la violence psychologique, comme modèle, comme mode éducatif du petit homme qui va devenir un adulte. On va éradiquer tout ce qui n'est pas conforme pour devenir l'idée de l'homme qu'on se fait dans telle et telle société. Et du coup, ce qui va être refoulé, c'est cette souffrance, et ce qui va être mis en avant, c'est la dureté, ce sont des valeurs fortes, violentes. Donc le moi individuel, alors, je parle un petit peu de psychologie, mais simplement, c'est aussi ma formation, on comprend très bien que le moi individuel est éradiqué, c'est-à-dire je n'ai pas le droit d'exister, de construire mon identité personnelle au profit d'un moi idéal, qui va se transformer en idéal du moi, c'est-à-dire une société globale, on n'existe qu'en fonction du collectif. Donc là, il y a danger pour que collectivement, massivement, des personnes puissent être exposées à participer massivement à cet idéal collectif, donc qui va prôner la violence. Donc on exerce un meurtre psychique sur des individus à large échelle. Et donc voilà, je ne dirai pas plus, mais ça a été développé dans le rapport. Ensuite, il y a également des facteurs beaucoup plus intentionnels, avec des fabrications réelles de tortionnaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours sous un régime de mensonge politique. C'est le mensonge politique qui produit des tortionnaires. Ce n'est pas le sadisme, ce n'est pas la perversion. Dans aucun système tortionnaire au monde, on utilise de manière préférentielle des sadiques. Nous le savons hélas depuis les nazis, qui eux-mêmes, dans les méthodes de recrutement, préféraient isoler des personnes qui étaient sadiques. Il y en a toujours eu, bien sûr, dans tous les systèmes tortionnaires, mais ce n'est pas un mode de recrutement, parce que des personnes sadiques, des personnes psychopathes, sont incontrôlables. Donc, ce n'est pas ça le mode de recrutement.
Dans le mode de recrutement aussi des personnes que l'on va construire, fabriquer en tant que tortionnaire, il y a parfois aussi, on prend en compte des critères de besoin d'appartenance forts. Chez des personnes qui sont en perte de repères identitaires, chez des personnes qui sont ce qu'on appelle désaffiliées de leur groupe d'appartenance familial, spirituel, politique, culturel. Donc ça, ce sont des critères qui peuvent préexister pour fabriquer ces tortionnaires. Donc effectivement, tortionnaire, on n'est pas tortionnaire, hein, on le devient. On le devient de différentes manières, et on le devient, comme je vous disais, de manière intentionnelle par l'utilisation de ces techniques traumatiques. Alors, que veut dire technique traumatique? Lorsqu'on analyse dans la plupart des pays dans le monde où ces méthodes de fabrication tortionnaire sont utilisées, on voit qu'il y a toujours le même phénomène qui se produit. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, la formation se fait toujours dans le secret. Hein, on dit à ces personnes qu'elles sont à part. On utilise aussi des phases, différentes phases de construction de tortionnaires qui passent par des déconstructions d'identité initiale, selon des processus particuliers qui sont des marquages traumatiques, l'utilisation de la frayeur, l'utilisation idéologique aussi. On va transformer la pensée en l'appauvrissant, en la rigidifiant. Donc on utilise aussi des manipulations de la pensée, c'est-à-dire que la pensée qui normalement est multiple, lorsque nous pensons avec des doutes, nous pensons avec des incertitudes, nous pensons dans la multiplicité. Et là, non. Les systèmes tortionnaires, quand ils fabriquent ces personnes, sont toujours dans la simplification des modes de pensée. On construit toujours des systèmes binaires, le bien, le mal, les bons, les mauvais, l'axe du mal, l'axe du bien. On l'a vu aussi aux États-Unis dans la rhétorique même de Bush. Et toutes ces manières de faire sont fonctionnelles chez des individus qui, effectivement, sont en quête d'identité, de simplification, de construction identitaire. Pour fabriquer un bourreau, si je puis dire, eh bien, il faut que ce bourreau soit désempathique. Désempathique, cela veut dire qu'il est coupé en lui, ou qu'on a fait en sorte de couper en lui, toutes ses capacités à penser les pensées des autres, ou toute sa capacité qu'il avait au préalable à se représenter les affects des autres. Donc, pour devenir un bourreau, il faut être désempathique. Lorsqu'on est empathique, lorsqu'on pense la pensée des autres, ce que cela fait, de torturer, on ne peut plus torturer. Je me souviens d'un exemple d'une victime de torture turque qui m'avait raconté lors du cours de sa psychothérapie qu'on arrivait à la fin de la journée et qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qui était donc suspendu et qui avait été sévèrement torturé, qui se met à s'adresser à son bourreau parce qu'il n'en pouvait plus. Il lui a dit: qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ton tour est fini, c'était les 3-8, il y avait 3 équipes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu racontes tout cela en rentrant chez toi, tu en parles à ta femme. Et le tortionnaire ne l'a pas supporté. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a torturé le codétenu de ce patient qui a survécu, et il l'a torturé à mort. Donc vous voyez, c'est un exemple qui illustre bien le fait que si la victime s'adresse à son bourreau en humain, si elle le réhumanise d'une certaine manière, ou si elle le fait sortir de sa désempathie dans laquelle il n'est pas né comme ça, on l'a fabriqué, eh bien il y a danger. Il y a danger pour le bourreau. Autre point aussi, le bourreau, les tortionnaires, avant de devenir désempathiques, avant d'être déshumanisés, ils ont, dans la plupart des cas, déjà été déshumanisés eux-mêmes. Ils ont subi un processus de déshumanisation, soit par des modèles éducatifs dont je parlais au début, soit par des blessures, des humiliations, des mauvais traitements aussi au niveau personnel ou alors collectif sur l'ensemble d'une société. On peut penser à des classes d'âge. On peut penser aussi à la déshumanisation d'un bourreau, c'est aussi dans le cadre de ces formations spécifiques où effectivement on déshumanise. Dans certains cas, on utilise aussi la torture sur les tortionnaires pour fabriquer des tortionnaires, où l'idéologie c'est toujours il faut que tu sois fort, serre les dents, c'est pas grave, nous aussi on y est passé avant nous. Donc ça a fini, hein. On crée de l'appartenance en disant résiste, sois fort, etc. Donc voilà, dernier point sur lequel je voulais également intervenir, c'est également comment on en sort.
quand on a été tortionnaire, quand on a participé à des actions violentes, en tant qu'ancien combattant, en tant que génocidaire, en tant que tortionnaire, comment on en sort? Eh bien, pour certains, ceux qui suivent ces accompagnements psychologiques qui sont proposés de plus en plus, ou ceux qui parlent, en tout cas, eh bien, d'abord ils sont peu, parce que, et ça c'est important à savoir aussi, parce que la torture, que ce soit pour les bourreaux et pour les victimes, on l'a dit, la torture fait taire bourreaux et victimes dans un même silence. Ce silence fait qu'il montre bien qu'ils ont été initiés. Les victimes ont été initiées à la part sombre de l'humain, à l'impensable. Comment est-ce possible qu'une telle personne, le bourreau, puisse faire une chose pareille? Et pour le bourreau, on parle aussi d'initiation, d'initiation aux transgressions. Il a vécu dans un univers transgressif pendant des années. Et ensuite, comment on fait pour revenir dans un monde habituel? Alors le bourreau, les tortionnaires sont clivés. Ils utilisent pour ça des mécanismes psychologiques, c'est-à-dire une fois qu'ils sortent de la salle de torture, ils vont chez eux. Ce sont effectivement, comme on dit, des bons pères de famille, ils ont des enfants. Dutch, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, a fait des enfants, est devenu père de 4 enfants pendant qu'il torturait, pendant que des enfants étaient mis à mort à l'S21. Donc il faut aussi qu'il y ait une fabrication par le clivage très très fort, et lorsque ce clivage disparaît, eh bien, il y a de nouveau la pensée qui se met à circuler, l'affect, les affects aussi. Et donc du coup, l'accompagnement psychologique va constituer à déconstruire la fabrication tortionnaire. On va s'intéresser en tant que thérapeute à voir comment, quels sont les mécanismes de construction qui ont été utilisés, par quel processus, par quelle action guerrière aussi à laquelle ils ont pu contribuer. Ils sont devenus les bourreaux qu'ils sont devenus. Accompagner psychologiquement un tortionnaire, un bourreau, c'est aussi le réhumaniser, c'est-à-dire penser qu'il est humain. Malgré tout, donc ça n'enlève pas la responsabilité de ce qu'il le fait, mais c'est reconstruire chez lui sa capacité d'humanité. Et dernier mot, s'intéresser au bourreau, parce qu'on m'a aussi souvent posé la question en tant que psychologue, pourquoi ne pas simplement s'occuper des victimes de torture, mais parce que cela va ensemble. D'une part, il y a un grand travail de prévention, assurément une prévention individuelle et une prévention dans l'ensemble de la société à faire lorsque l'on s'occupe des personnes qui ont participé à des actes de torture, parce que les tortionnaires, ce sont des bombes dormantes dans une société. Ceux qui ont participé, ceux qui ont transgressé des tabous, eh bien ça reste, ça ne part pas, ça ne part pas impunément, et ça risque de se transformer en violence, en comportement aussi alcoolique, et ces violences se transmettent. Donc il y a aussi cette nécessité de prévenir la torture en s'occupant à la fois des bourreaux et des victimes. Voilà.